Bonjour à tous, bonjour, ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Hop, j'envoie un petit message sur le chat, n'hésitez pas à répondre, vérifier que vous nous entendez bien, que l'image est OK, que le son est OK. Euh, on est ici pour parler rémunération variable en Customer Success. Donc, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, qui est le CEO de Cobra, que je laisserai se présenter d'ici une minute. Donc, la rémunération variable, vaste sujet. On a pas mal de choses à évoquer. Juste avant de se lancer, je vous donne deux, trois informations par rapport au webinaire. Bon, ceux qui viennent, qui nous suivent tous les mois, vous savez un petit peu comment ça se passe. On est là pour à peu près 45 minutes. L'objectif, c'est vraiment qu'on va essayer de vous partager un maximum de contenu activable. Voilà, éviter euh, le bullshit habituel des webinars. Donc, partager un maximum de contenu. On va essayer de rendre ça un peu interactif aussi. Vous êtes assez nombreux, vous êtes 250 personnes inscrites sur ce webinaire. Du coup, pour faciliter les échanges, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, il y a un petit module questions en bas à droite de votre écran, sur lequel vous pouvez donc bien sûr poser vos questions. Si la question intéresse d'autres personnes, vous pouvez upvoter. Comme ça, s'il y a beaucoup de questions, ça nous permet de voir aussi quelles sont les questions qui intéressent un maximum de monde pour prioriser. Donc, essayez plutôt, s'il vous plaît, d'utiliser ce module questions quand vous en aurez, que le chat, qui est très bien pour se faire coucou, mais qui est moins pratique après pour organiser la gestion des réponses. Euh, donc, le variable en Customer Success, c'est notre sujet du jour. Donc, j'accueille Antoine pour parler du sujet. Antoine, qui est expert de ces sujets-là. Bienvenue Antoine. Est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas pour l'invitation sur ce webinaire. Je suis très content d'y participer avec toi. Donc moi, c'est Antoine. Je suis effectivement le cofondateur et CEO de Cobra, qu'on a créé avec mes associés il y a quelques années maintenant. J'ai coutume de présenter Cobra en disant qu'on est un logiciel qui permet de gérer la rémunération variable des commerciaux, mais il n'y a pas que les commerciaux. Ça va être aussi évidemment les Customer Success, d'où le thème d'aujourd'hui. En fait, ça va être toutes les personnes qui sont avec un variable quantitatif des populations qui parlent aux clients ou qui parlent aux prospects. Et en fait, on est parti du constat que le variable, c'était à la fois un enjeu financier majeur pour les entreprises, c'est-à-dire que c'est une dépense très importante, le variable de toutes les équipes Sales, Customer Success. Donc, il faut piloter, maîtriser, et c'est aussi un levier de motivation très important pour toutes ces personnes-là. C'est pour ça que le variable a été mis en place. Et donc, ça en fait un sujet clé côté finance, côté commerce, côté client. Et quand on a vu qu'il y avait beaucoup de fichiers Excel qui étaient utilisés pour gérer tout ça, pour donner de la visibilité aux vendeurs, ben on s'est dit qu'il y avait une opportunité Et du d'apporter une solution innovante. D'où Cobra. Ok, donc solution qui permet de piloter le variable de ces équipes revenus, donc sales et customer success. Ça marche. Exactement. Merci Antoine pour cette présentation. Côté Scaling, il y en a certains d'entre vous qui nous connaissent, peut-être pas tous. Scaling, c'est une customer success platform. Donc globalement, on est un peu on va dire un CRM dédié à la prévente, c'est-à-dire qu'on va prendre le relais des CRM classiques type HubSpot, Salesforce que vous connaissez et que la majorité d'entre vous utilisent. On va prendre le relais pour gérer toute la partie post-sales. En gros, la problématique très récurrente qu'on a quand on utilise un HubSpot, par exemple, ou n'importe quel autre CRM, c'est qu'on a un peu de données dans son CRM, un peu de données dans son back-office ou dans un product analytics, d'autres données dans un outil de ticketing, etc. Et donc, on a des données comme ça qui sont silotées entre différents environnements. Et nous, notre proposition de valeur, c'est de réunir toutes ces données sur une vue client 360, de rendre ces données intelligentes pour calculer un score de santé, identifier des clients à risque et, dernier point, faciliter le passage à l'action à travers des automatisations, de l'alerting, ce genre de choses. Donc voilà globalement comment on se positionne. Un tout petit peu d'autopromo, on aura un prochain webinaire sur ce sujet. Je vais vous envoyer le lien sur le chat s'il y a des gens que ça intéresse vers
la rubrique webinar de notre site. Le prochain, ce sera 5 besoins Customer Success qui mettent votre CRM en PLS. Donc, beaucoup d'acronymes, c'est un peu fait pour, ça a une bonne sonorité, on trouvait. Mais en gros, l'idée, c'est de montrer ce qu'un CRM potentiellement ce sur quoi un CRM peut vous limiter en tant que Customer Success Manager, Head of, etc. Et comment une Customer Success Platform vous permet d'être plus efficace par rapport à ça. Donc, on va prendre 5 cas d'usage très concrets qui montrent la différence qui n'est pas toujours très bien comprise entre ce que fait un CRM et ce que fait une CSP. Voilà pour cette petite intro. Fini l'autopromo, on passe directement à notre sujet. Donc, notre sujet, c'est la rémunération variable. On va parler de différentes choses, notamment quelles sont les étapes à suivre pour définir une politique de rémunération variable, quels sont les indicateurs qu'il faut choisir, est-ce que c'est plutôt des indicateurs de résultats ou plutôt des indicateurs de moyens, quels sont les ratios à respecter quand on a un fixe, un variable, quels sont les écueils les plus fréquents et évidemment comment est-ce qu'on évite ces écueils-là. Et enfin, comment est-ce qu'on aligne les objectifs sales avec les objectifs customer success, ce qui n'est pas toujours le cas dans les organisations. Donc, voilà l'ordre du jour qui est assez riche, assez chargé. Juste avant ça, quelques éléments peut-être de contexte pour donner un petit peu de cadre. En fait, quand on dit Customer Success Manager, il y a pas mal de définitions différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, ça nous paraissait important avec Antoine déjà de préciser un petit peu ça. Nous, on avait fait une étude chez Scalin pour comprendre un peu comment fonctionnaient on va dire, les différents types de Customer Success Manager. Le premier point qui est important à avoir en tête, c'est à quelle équipe le Customer Success Manager est rattaché. En fait, globalement, c'est presque un tiers à chaque fois, c'est-à-dire que dans un tiers des cas, un gros tiers, le Customer Success est rattaché aux opérations. C'est le cas qui est plutôt plus fréquent que les autres. Ensuite, deuxième cas, c'est le Customer Success va être rattaché à des équipes sales ou à des équipes revenus, donc CRO, VP Sales. Donc ça, c'est exactement un tiers des cas, 33%. Et un tout petit peu moins fréquent, c'est un rattachement direct à la direction générale, voilà, donc au CEO. Donc tout ça dépend un petit peu des organisations, évidemment. On va pas rentrer dans tout le détail de ça, mais évidemment, ça va donner des colorations un petit peu différentes au métier de Customer Success Manager, selon qu'on est plutôt rattaché aux sales, plutôt rattaché aux opérations, etc. Si on fait si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, et qu'on interroge les CSM sur quelles sont leurs missions. Donc, il y a des choses que vous connaissez évidemment par cœur. Je pense qu'il y a beaucoup de CSM et de head-off qui sont connectés ici. Évidemment, l'accompagnement opérationnel et ou stratégique est le plus important. Il y a différents items que je ne vais pas tous détailler, mais en bleu marine, ce que je vais faire sortir, c'est les éléments qui sont liés justement à des rôles plutôt commerciaux, c'est-à-dire détection d'upsell. Ça, c'est 3 CSM sur 4 qui ont cette mission-là dans leur fiche de poste. Et ensuite, il y a les 2 items qui arrivent plutôt en bas, mais qui concernent quand même 52% des CSM, c'est le renouvellement des contrats, éventuellement assisté avec un binôme, mais en tout cas, ils interviennent sur le renouvellement. Et ensuite, non pas la détection, mais vraiment la signature de deal d'upsell. Ça, c'est quand même 42% des CSM, ce qui fait qu'on a quand même, du coup, pas mal de CSM qui touchent à différentes missions. Si on synthétise tout ça, nous, on en ressort en fait un peu 3 grands rôles de CSM. Il y a le CSM qu'on a appelé le full stack, c'est-à-dire il s'occupe un peu de tout. Il s'occupe de l'onboarding, du suivi client, il a aussi un peu un rôle de compte manager, il intervient sur des missions commerciales, etc. Donc ça, c'est le CSM full stack qu'on retrouve de façon majoritaire. Alors, évidemment, plus majoritaire dans des organisations SMB, on va dire, et évidemment, les rôles se spécialisent quand les organisations grossissent. Mais si on fait vraiment un panorama du CSM en France, c'est le rôle qui est majoritaire aujourd'hui. Ensuite, des CSM plutôt opérationnels qui sont très suivis, qui des fois vont avoir un petit peu de support aussi en entrant, mais qui vont être plutôt sur le suivi, l'accompagnement client, la prise en main de la plateforme. Et une petite partie qui sont
on va dire, qui ont la casquette de Customer Success Manager, mais qui, dans les faits, ont un rôle plutôt support, c'est-à-dire plutôt un rôle réactif de répondre à des demandes entrantes. Donc voilà. Mais les deux rôles dominants, c'est vraiment le CSM full stack qui, y compris, va avoir une démarche commerciale, et des CSM qui sont concentrés sur l'opérationnel et l'accompagnement client. Et donc voilà, donc comme je disais, tout ça, ça va avoir évidemment des impacts sur la coloration du poste et les objectifs, bien sûr, qu'on va assigner derrière, qui vont découler aussi de la position du CSM dans l'organisation. Donc voilà les éléments de cadrage qu'on souhaitait vous partager. Pardon, j'ai passé une slide trop tôt. Je quitte la présentation pour donner la parole à Antoine et commencer du coup avec une première question qui est, d'après toi, quelles sont les grandes étapes qu'on doit suivre quand on met en place un plan de rémunération variable dans une entreprise? Merci Nicolas pour cette intro. Quelles sont les grandes étapes pour mettre un plan de rémunération variable? Déjà, la première étape, et ça fera le lien avec ce que tu disais juste avant, c'est d'être au clair sur quels sont les objectifs opérationnels des populations dont je cherche à trouver la bonne formule de variable. C'est-à-dire que si j'ai un CSM full stack et si j'ai un CSM opérationnel, les objectifs vont être différents et de là, et uniquement de là, doivent découler les éléments de rémunération variable. Et ce qui est particulièrement compliqué dans le métier de CSM, c'est que si on prend un CSM full stack, qui va donc devoir faire potentiellement de l'onboarding, du renouvellement et de l'upsell, eh bien, il faut quand même se poser la question, à la fin, si j'ai été très bon sur le renewal et pas bon sur l'upsell, est-ce que c'est mieux que si mon CSM a été très bon sur l'upsell et pas bon sur le renouvellement? Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est se dire, OK, quelle est la définition d'une bonne performance? Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce que vous souhaitez, c'est que la personne qui gagne le plus d'argent dans l'équipe, ce soit celle dont l'appréciation de la performance est la meilleure. Donc, il faut commencer par bien définir les rôles, les responsabilités, pour ensuite bien définir les objectifs. Et on verra un petit peu plus tard quels sont les différents types d'objectifs, NRR, GRR ou autres, qu'on peut mettre en place, pourquoi, avantages, inconvénients, comment. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, une fois qu'on a ces objectifs qui sont définis, il va y avoir plusieurs briques qui sont importantes. La première, c'est combien je donne de package à mon CSM. Et quand je dis package, c'est le split entre fixe et variable. Ouais. Puisque, on y reviendra aussi, mais traditionnellement, prenons un split 80 fixe, 20 variable en pourcentage, hein, je ne parle pas en valeur absolue. Ça, il faut quand même définir quel est le poids du variable dans le package, puisque si on met un poids de variable important, eh bien forcément, on va introduire plus d'impact entre la rémunération et les résultats business. Et donc, ça peut être un choix que de mettre l'accent ou pas là-dessus. Il va aussi y avoir la question de la fréquence. Traditionnellement, dans les métiers de CSM, on voit des plans de rémunération qui sont basés sur des fréquences trimestrielles. Je pense que, sauf cas particulier, c'est certainement ce qui va être le plus pertinent. Mais encore que, on pourrait discuter, ça dépend aussi de la fréquence de renouvellement des contrats, la durée d'engagement des contrats, est-ce qu'il y a beaucoup de contrats renouvelés ou pas, et donc selon en fait s'il y a une vélocité rapide, on va peut-être même passer sur une fréquence de rémunération variable qui est mensuelle. Donc la fréquence, et une fois que ceci a été décidé, il va y avoir les courbes résultats rémunération qu'il faut déterminer. Donc évidemment à 100% d'atteindre l'objectif, 100% de rémunération atteinte, mais qu'est-ce qui se passe en dessous de l'objectif? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de l'objectif? Est-ce que si on explose l'objectif, c'est déplafonné? Est-ce que c'est capé? Donc ça, c'est autant de paramètres à prendre en compte. Donc fixe, variable split, les courbes de rémunération et la fréquence du plan, tout ça en partant des objectifs, qui est le point de départ bien entendu. Ouais. Ok. Et les objectifs, comme tu disais, peut-être choisir les objectifs qui sont vraiment les plus stratégiques
pour l'entreprise. Donc, on aura l'occasion peut-être de dérouler tout ça. Mais ce que tu disais un peu, c'était aussi choisir trop d'objectifs. Finalement, tu peux être bon sur l'un, pas très bon sur l'autre, etc. Ce qui va aussi un peu moyenniser ton variable. L'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit assez leader finalement dans ton package. Hein. C'est ça, Ouais, parce un driver principal, quoi. au-delà de 3 composants, c'est vrai que ça va commencer à devenir difficile à suivre. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est la créativité dont chacun peut faire preuve au moment de construire des complanes. Souvent, Ouais, cette on va en créativité, lister trop. on en liste trop, et donc ça perd en lisibilité pour les équipes. Or, c'est quand même le point le plus important, c'est est-ce que les équipes vont suivre ou pas ce plan de rémunération variable. Elles ne peuvent le suivre que si il est lisible et suffisamment simple. Ouais, ça marche. Et du coup, il y a une question, alors qui est Sébastien qui rebondit aussi sur ce que tu disais, donc par rapport à l'équilibre entre fixe et variable. Donc toi, ce que tu disais, c'est un peu le grand ratio, c'est du 80-20. Est-ce que moi, ce que j'avais constaté, on avait écrit un article sur le sujet, d'ailleurs, que je vais partager sur le chat, qui était sur les salaires du Customer Success. Donc je vous le partage sur le chat si vous voulez le consulter. Donc l'article, on parle beaucoup du fixe et il y a une partie, je crois, à la fin de l'article où on parle des équilibres fixes variables. Tu diras si tu es en phase avec ce qu'on avait constaté, mais nous, ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, on était généralement entre 15 et 25%, donc on est sur les ordres de grandeur que tu décris, et en fait, avec des niveaux de variables, généralement, qui vont augmenter aussi avec la seniorité du poste, c'est-à-dire qu'un junior, il va démarrer plutôt avec des 15% de variables, parfois un petit peu moins, et quand tu vas être head of, tu vas passer plutôt à 20, ou 20 ou 25, etc. Est-ce que c'est un constat que tu partages également? Au-delà de la seniorité, ça va être la taille des paniers. En fait, plus le panier est de moyen et important, plus souvent les packages vont être importants. Et donc, effectivement, dans un contexte de package salario plus important, la part de variable peut augmenter pour se rapprocher des 25%. Oui. Ok. Et Donc ça, pour toi, c'est c'est plus une question de montant d'ARR en fait sur les contrats que tu as renouvelés que de seniorité. Ok. Ok, ok. les deux alors sont quand même ensemble, puisque Oui, souvent en fait, CSM les globalement, plus tu mets les seniors plus vont gérer seniors sur les plus gros contrats, sur les ouais. clients enterprise, et donc les deux sont corrélés. Ok, ça marche. Parfait. Donc voilà, j'espère Sébastien qu'on a répondu à ta question, et je crois qu'il y avait Tom aussi qui posait une question équivalente. Donc voilà. Parfait. Merci du coup pour ces premiers éléments. Toi, enfin, j'imagine, tu parles variable avec tes clients à peu près toute la journée. Est-ce qu'il y a j'allais dire des points de vigilance ou des écueils que tu retrouves de façon régulière? Il y en a un que tu as un peu évoqué, j'ai l'impression, qui est le fait de dire, voilà, en fait, tu es trop créatif au moment où tu crées ton plan, tu vas lister trop d'indicateurs et finalement tu perds en lisibilité. Est-ce qu'il y a d'autres écueils que tu vois régulièrement passer? Oui, le second, après celui-ci qui est clairement l'écueil numéro un, c'est de ne pas avoir mis en place une bonne gouvernance ni process autour de la gestion du variable. C'est-à-dire que typiquement, et c'est particulièrement vrai dans le métier de CSM, mais si on regarde le portefeuille en le figeant à telle date plutôt qu'une autre, les évolutions elles peuvent être différentes. Quand on fait des réattributions du portefeuille de quelqu'un, d'un CS à un autre CS, pareil, ça peut introduire des calculs qui sont. Donc en fait, le diable est dans les détails sur les calculs. Et donc il faut avoir clairement documenté quelles sont les règles qui sont en place et avoir désigné une personne. Souvent, ça va être les RevOps. Euh, Ça peut aussi être la finance, mais disons que ce sont les RevOps, pour être vraiment les responsables de calculer le variable. Et donc, évidemment, c'est là qu'un outil comme Cobra peut aussi aider. Mais sans règles claires et sans gouvernance claire, il peut y avoir de la frustration liée à de l'imprécision. Donc ça, c'est le deuxième écueil. Et Je après, te le troisième confirme. écueil, il vient plus avec le temps, mais c'est quand un système de rémunération est mis en place, en fait, c'est important de mesurer son efficacité. Est-ce que il fonctionne? Est-ce qu'il rémunère convenablement les top performers? Est-ce qu'il et inversement, est-ce que
les bottom performers, eux, il y a bien un gap qui est significatif avec ceux qui performent de manière moyenne ou bonne. Donc, regarder son système tous les ans à minima, c'est quand même une bonne pratique pour être sûr que les règles mises en place sont méritocratiques. Ok, donc rechallenger régulièrement le plan, vérifier que ça continue à alimenter les objectifs de l'entreprise qui ont aussi pu évoluer un peu, vérifier que c'est cohérent avec l'équipe et que globalement ceux qui performent bien arrivent à atteindre leurs objectifs, etc. Donc pas hésiter à le challenger pour vérifier qu'il est toujours accurate et par rapport aux employés et par rapport à la stratégie de la boîte. Ok, ça marche. Parfait. Je reviens juste sur la question donc des ratios. On a évoqué ça un petit peu juste avant. Donc les ratios 80-20 qui vont aller de 15 à 25% de variables en fonction de ce qu'on a dit. Tu as évoqué un point qui me semble important aussi en introduction, qui était le fait de dire ok, quelle est l'enveloppe que tu alloues à ton variable à 100% de l'objectif atteint, et est-ce que tu mets en place des histoires, des systèmes de plafond ou pas, c'est-à-dire si tu dépasses l'objectif, est-ce que tu es plafonné ou est-ce que tu as des systèmes déplafonnés, éventuellement des systèmes d'accélérateur. Donc, c'est-à-dire, je vais grouper plusieurs questions en une, mais quelle est ta position, toi, par rapport à la fois à des effets de seuil, c'est-à-dire si tu avais un objectif de 100, tu n'as fait que 50, est-ce qu'on estime que 50, c'est quand même vraiment pas terrible par rapport à 100 qui était l'objectif, donc ton variable ne se déclenche pas, ou est-ce que ça doit être proportionnel à l'atteinte de ton objectif, et qu'est-ce qui se passe au-delà de 100% d'atteinte de l'objectif? Voilà, quels sont toi tes grands insights, on va dire, par rapport à ces deux questions? Yes. Donc pour faire simple, moi je suis plutôt anti-seuil et anti-plafond. Je vais commencer par le anti-plafond, c'est un peu plus facile à Un peu plus expliquer. valorisant. Non, c'est surtout plus simple à expliquer parce que prenons l'exemple de un CSM qui a un composant de son variable sur l'upsell. Imaginons qu'il y a 100 cas d'upsell à faire sur le trimestre et que le CSM en fait 300. Si par exemple on s'est dit la commission elle est plafonnée à 200% du variable, on coupe tout l'incentive pour le Oui, CS en question d'aller chercher de l'upsell supplémentaire. oui. Où il va le retarder, le différer d'un trimestre pour le toucher, pour sécuriser le trimestre suivant. Enfin, effectivement, Exactement. plutôt pas Donc constructif. les plafonds, évidemment, tous les contextes d'entreprise sont différents, donc je me garderais bien de faire des généralités absolues. Mais le concept de plafond, je l'ai quand même rarement vu Mm. fonctionner et sauf bonne raison, on le déconseille. Et ensuite, sur les seuils, alors on présentera tout à l'heure le plan de rémunération qu'on a mis en place, nous, chez Cobra, pour notre équipe CS. Pourquoi je dis que je suis plutôt anti-seuil, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des discontinuités qui se créent dans le système de variables, exemple, à 50% de l'objectif, je touche, admettons, 0, et à 51% de l'objectif, je touche 51% de mon variable, et ensuite c'est linéaire jusqu'à 100%. Ben, quelqu'un qui est, bon, c'est pas une bonne situation d'être à 40% d'atteindre l'objectif, mais prenons cet exemple. Quelqu'un qui est à 40% de l'objectif et il reste quelques jours dans le trimestre, par exemple, aujourd'hui on est le 27 mars, il reste 3 jours ouvrés, et qui, à l'occasion d'aller faire un renouvellement en plus, un upsell en plus, mais que ce renouvellement ou cet upsell ne l'emmène pas au-delà du seuil des 50%, en fait, ça veut dire que ce renouvellement ou cet upsell en plus ne va rien changer en termes de rémunération à cause de ce seuil. Parce qu'il y a discontinuité dans la courbe de rémunération. Donc, à nouveau, en mettant des seuils, c'est comme les plafonds, on crée des effets de bord avec du coup des comportements qui vont être complètement illogiques, qui peuvent Ouais, ou être. contre-productif par rapport à l'atteinte de l'objectif global de la boîte, quoi. En tout cas, c'est exactement ça. On force quelqu'un à réfléchir de manière irrationnelle par rapport à l'objectif de la boîte. Mm, Donc, plutôt passer, plutôt plafond, essayer d'avoir des courbes qui sont continues. On vous présentera celles qu'on a chez Cobra, qui sont continues et puis qui peuvent monter jusqu'à mm. très haut.
Et justement, qui sont continus ou alors c'est peut-être plus fréquent du côté des équipes commerciales, mais est-ce que justement c'est continu, c'est linéaire, c'est-à-dire si tu atteins 150% de ton objectif, tu touches 150% de ton variable, ou est-ce que justement tu peux avoir des logiques d'accélérateur, comme on dit sur les fonctions commerciales? Je suis pas sûr que ce soit très fréquent au customer success. Ça Enfin, devrait. d'ailleurs, Je suis d'accord que c'est pas très fréquent, mais ça devrait. Typiquement, s'il y a un objectif de. oui, il n'y a pas vraiment de raison, on est d'accord, oui. Non, Si c'est il valable y pour les a- uns, la logique est exactement la même. la seule explication que j'y ai trouvée, c'est de ne pas vouloir introduire trop de complexité, de se dire ça va être compliqué à expliquer. Parce qu'en fait, à nouveau, dans les équipes CS, si on dit l'objectif de renouvellement, c'est 92%, en fait, il y a des notions de pourcentage qui s'impliquent. Du coup, en fait, si je fais 92%, je fais 100% de mon objectif. Et donc ça peut introduire des difficultés à comprendre. Parce qu'on dit, OK, tu as fait 100% de l'objectif, mais tu as fait 92% de renouvellement. C'est 92 ou c'est 100? En fait, c'est les deux. 92, c'est le chiffre, et 100%, c'est l'atteinte. Donc ensuite, quand on se dit tout ce qui est rémunéré au-delà de l'objectif va être rémunéré à 200% au lieu de 100%, ben là, on ne comprend plus rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais, c'est mais, plus mais dans l'absolu, finalement, des accélérateurs, c'est une bonne pratique, parce que si on est au-dessus de l'objectif, alors il faut être rémunéré non seulement au-dessus, mais d'autant plus au-dessus. oui, c'est ça. Bah, ok. Mais donc pour toi, oui, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait. C'est juste qu'aujourd'hui, si c'est pas fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup. Pardon, mais tout le monde n'utilise pas Cobra aujourd'hui, qui utilise des bons vieux fichiers Excel, qui ont du mal déjà à remonter les bons chiffres dans les bonnes cases. Donc si en plus tu leur demandes de calculer des principes d'accélération, c'est compliqué. Donc c'est plus une contrainte finalement opérationnelle, mais qui a aucun sens d'un point de vue business. En tout cas, nous, on va les recommander, les accélérateurs. Ouais, ça marche. Ok, très bien. Tout à l'heure, du coup, on parlait un peu des points de vigilance quand tu mettais en place du variable, notamment avec les notions de gouvernance, les notions de rechallenger ton plan, etc. Toi, est-ce qu'il y a des erreurs, ouais, que tu vois régulièrement s'opérer quand il s'agit de variables? Je sais pas, je pense notamment, tu vois, à comment est-ce que tu vérifies la cohérence et l'alignement entre les différentes équipes, sales et customer success notamment. Enfin, ouais, je sais pas, c'est quoi un peu pour toi les erreurs les plus classiques que tu vois? Yes. Sachant qu'on en a donné quelques-unes autour de avoir trop de KPI, rendre la chose illisible, ne pas avoir des objectifs qui sont liés avec les vrais objectifs de la boîte. Donc ça, c'est un peu les erreurs de base. Tu parlais de désalignement. Prenons un exemple tout bête, mais imaginons que je vends un logiciel avec un abonnement mensuel. Le commercial est rémunéré sur le closing. Okay. Quoi qu'il arrive, il est rémunéré sur le closing, point barre, on n'y touche plus, il est payé. Et que le CS, il est rémunéré sur le renouvellement, sachant que tous les mois, le client peut se barrer, puisque c'est un engagement mensuel. Bah, si on s'en tient juste à ces règles-là, le CS peut souffrir d'un point de vue rémunération de clients qui churn après 1, 2, 3 mois, parce que en fait, ce n'étaient pas des bons clients pour l'entreprise, qu'ils étaient hors de l'ICP, Oui, bad qu'ils n'avaient fit pas les bons bad fit, quoi qu'il arrive. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de désalignement qui peut introduire beaucoup de frustration, beaucoup de friction. Donc, comment est-ce que, si on s'aperçoit qu'il y a du churn après 1, 2, 3 mois, ce qui, par ailleurs, peut être tout à fait, je veux dire, c'est tout à fait normal, mais comment est-ce qu'on s'assure que soit on essaie de le réduire côté sales, soit on fait en sorte que les CS ne soient pas pénalisés de ce qui n'est pas dans leur contrôle. À nouveau, les frictions viennent toujours de quand on a le sentiment d'être pénalisé pour quelque chose qui n'est pas dans notre contrôle. Donc ça, c'est un écueil. Il y a évidemment aussi l'écueil de la visibilité, pas donner de visibilité en cours de trimestre sur quelqu'un qui a un objectif trimestriel et donc sur une rémunération trimestrielle, c'est un problème. Et il y a aussi le sujet, j'en parle un petit peu, mais c'est si on a des KPI sur lesquels on est incentivé, mais pour lesquels je n'ai pas de contrôle, à nouveau, ça crée un problème.
à nouveau, ça crée un problème. Si on incentive un CS sur la durée d'onboarding, il faut s'assurer que la capacité à avoir un onboarding court est dans le contrôle du CS à qui on a donné ce plan de rémunération. Voilà. Et le dernier point, je dirais, c'est autour de l'adhésion des équipes. À nouveau, je le répète, c'est un peu un cheval de bataille depuis quelques années, mais l'ennemi d'un plan de rémunération variable, c'est l'incompréhension. Donc, quand on est en début d'année ou en fin d'année et qu'on revoit le modèle de rémunération variable, ça coûte pas grand-chose d'aller voir l'équipe et de leur dire, écoutez, c'est pas vous qui décidez de votre système de rémunération variable, mais on peut prendre une demi-heure où vous faites des feedbacks sur ce que vous avez pensé du plan de l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme évolution? Et à nouveau, je ne le demande pas pour que vous ayez ce que vous vouliez, mais ça vous permet au moins de vous exprimer et ce sera pris en compte pour établir le plan d'année suivante. En tout cas, je te rejoins complètement sur ça, c'est-à-dire que le côté avoir quelque chose de clair et qui soit partagé, sur lequel tu sens qu'il y a quand même l'adhésion globale de l'équipe et le minimum d'incompréhension et le minimum de débat finalement autour de ça, le plus sain ce sera. C'est-à-dire que tu disais donner de la visibilité, dépendamment des outils que tu utilises, c'est plus ou moins facile, notamment quand tu n'as pas d'outils, c'est pas forcément facile de donner une visibilité temps réel sur les objectifs, mais il me semble qu'à minima, tu dois permettre avoir une règle qui est suffisamment claire pour que ton CSM il soit capable d'évaluer combien il va avoir à la fin du quarter. Et c'est vrai que moi j'ai trop souvent vu des situations en CS ou en sales de gens qui disent moi je pensais que j'étais à 7% de mon objectif, au final j'ai pas touché ce que je m'attendais à toucher de mon variable, et c'est là qu'effectivement tu crées du désengagement parce que oui voilà, les gens sont plus alignés et c'est un gros facteur de démotivation. Ça marche. Du coup, alors tu as parlé des indicateurs, et donc, mais voilà, tu en as évoqué tout à l'heure quelques-uns. Pour toi, comment est-ce qu'il faut choisir ces indicateurs et quels sont un peu les grands types d'indicateurs qui te semblent pertinents quand on établit une rémunération variable en Customer Success? Donc, si je les liste, sachant qu'à nouveau, il n'y a pas de généralité, chaque boîte a son contexte, ça c'est quand même un point important. Mais il va y avoir NRR, Net Retention, GRR, Gross Retention, ou Churn Rate, ou taux de renouvellement. On pourrait imaginer aussi NPS, Time to Value, donc la durée d'onboarding. Bon, si on fait 5, c'est un peu les quatre métriques. Est-ce qu'on vend plus? Est-ce qu'on renouvelle? Est-ce qu'on a les clients qui sont contents? Et est-ce qu'ils perçoivent de la valeur rapidement? Donc business, satisfaction et effectivement onboarding / perception de valeur, quoi. Yes. Ok, ça marche. Tu veux revenir sur chacun d'eux? Ouais, alors plus précisément, ce que je voudrais détailler, c'est il y a des KPI qui sont des KPI vraiment de résultats et d'autres de moyens. Typiquement, le NPS, c'est plus un leading KPI, c'est un KPI de moyens, c'est un KPI c'est un KPI de santé. À la fin, le KPI de résultat, c'est le renouvellement, puisque ça se traduit en facturation. Ou c'est le NRR, l'upsell. Chez Cobra, et en tout cas me concernant, on a la conviction que c'est les KPI de résultat qui sont les bons KPI à mettre dans un plan de rémunération variable. Donc typiquement, ne pas mettre le NPS. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, on disait au début qu'un CS, il a 80% de fixe et 20% de variable. Donc en fait, le 80% de fixe, il est quand même censé déjà récompenser la partie centrale du travail. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je fais bien mon travail? Ça inclut dedans, est-ce que mes clients sont satisfaits? Est-ce que je fais bien mes QBR avec mes clients? Donc, nous, on va toujours plus pousser à aller sur du NRR ou du taux de renouvellement qu'on appelle churn rate ou son inverse, parce que c'est des vrais KPI de résultats.
La complexité qu'il va y avoir dans l'un et dans l'autre, c'est à nouveau les modalités exactes de calcul, à quelle temporalité on prend les portefeuilles. Et typiquement, dans le cas du NRR, il y a souvent des débats qui sont assez longs sur OK, en fait, comment est-ce qu'on le calcule le NRR? Ok. Et du coup, là, enfin, on en avait un peu parlé en amont en préparant ce webinaire. Là, les KPI que tu suis, que tu cites, donc auquel tu dis plutôt pas NPS, mais NRR, gross retention, ou ton taux de churn, ou peu importe, mais ce genre d'indicateur. En réalité, oui, c'est souvent des indicateurs qu'on a tendance à attribuer au Customer Success, où on a tendance à aller voir l'équipe Customer Success quand il y a un problème sur un de ces indicateurs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ton NRR, il peut être mauvais, pas forcément parce que le CSM a mal fait son travail, mais il peut être mauvais parce que ton produit est mauvais, il peut être mauvais parce que ton support répond mal, il peut être mauvais parce que tes sales signent des clients bad sheet ou qui correspondent pas à ton ICP, etc. Euh, et, euh, et voilà, donc du coup, comment est-ce que tu peux finalement te prémunir de ça, tu vois, parce que j'entends le côté éviter les KPI qui sont des KPI de moyens et viser plutôt des KPI d'objectifs. Mais ouais, comment est-ce que tu te prémunis de faire en sorte que justement ouais, ce NRR il soit juste et que ce soit pas le CSM n'ait pas l'impression d'être pénalisé parce que l'équipe sales a fait n'importe quoi et qu'ils ont ouvert tu vois la prospection à tous les vents. Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Prenons ce cas de l'équipe sales où vous l'apporte à un peu tout n'importe quoi, ce qui arrive. Et après, je parlerai de l'autre On a sujet plutôt où des le CS, je produit pense, là, se dans fait tomber. l'audience. On peut Ouais, dire ça, on a le droit. on peut le Aujourd'hui, dire. tu as le droit. C'est le seul Absolument. webinaire où tu pourras le dire. Je vais donner l'exemple de HubSpot qui est pas mal. Chez HubSpot, ils sont passés par plusieurs phases, évidemment, de vie de la boîte, et donc à chaque phase, son plan de rémunération web. Et ils avaient un sujet, c'était qu'au début, le churn de HubSpot était vraiment super élevé. Il y avait plus d'un client sur deux qui se barrait avant la fin de la première année. Et ils étaient sur des modalités d'engagement mensuel. Euh, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le plan de rémunération variable des sales et pas des CS. Et donc les sales prenaient une reprise de commission si le client se barrait avant les 4 premiers mois. Donc, Et on ouais, leur reprenait leur variable au trimestre d'après, quoi. exactement. Exactement. Et en fait, c'est ça qui a véritablement fait baisser le churn de HubSpot. Là où ils avaient essayé plein de choses côté CS, plein d'initiatives côté CS pour baisser le churn, mais c'est pas ça c'est pas ça qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est de changer le plan de rémunération variable des CS. Ok. Je sais pas comment ils rémunéraient leur CS, mais à leur place, HubSpot, pendant cette phase-là, un CS ne devrait surtout pas être pénalisé en cas de churn dans les 4 premiers mois, puisque HubSpot a décidé, en tout cas que le bon proxy de réflexion, c'était de se dire qu'avant les 4 premiers mois, c'était pas la faute du CS. Par contre, je pense que les CS chez HubSpot, à partir du 5e mois, étaient eux impactés si le client ne renouvelait pas. Ouais, ouais. Donc ça, Ok. c'est quelque chose à mettre en place, par exemple. Ok. Donc, ouais, on revient en tout cas à ce que tu disais aussi en intro, c'est-à-dire toujours partir de tes objectifs entreprise, corporate, ce que tu vas décliner sur différentes équipes pour aussi les rendre cohérents. Et finalement, c'est pas d'un côté ton head of sales qui va décider de comment il fonctionne et de l'autre côté ton head of CS qui va décider de son propre variable. Tout soit doit venir d'en haut, doit être mis en cohérence aussi par rapport à une stratégie d'entreprise. Ce qui paraît, je pense, un peu trivial quand on le dit comme ça, et qui en réalité est quand même pas ce qui est fait dans un certain nombre d'entreprises. Je pense qu'on peut Alors, je ne dis pas se, qu'il faut que toutes les entreprises aient un système de reprise de commission après les 4 mois, parce que je pense que ça se prête tu vas pas, particulièrement bien au. tu vas Non, pas te faire que des copains je sinon. vais pas me faire que des copains. Et puis même, en fait, dans le cas d'un abonnement mensuel, je trouve que c'est pertinent. Dans le cas d'un abonnement annuel, Oui, plus compliqué. ouais, c'est pas. Si le client il se barre après la première année, ben, en fait, est-ce que c'est vraiment la faute du sales? Peut-être, peut-être pas. Ça ne doit pas être aussi systématique. Et juste dans le cas du produit qui n'est pas suffisamment bon, euh, en fait, c'est dans quelle mesure? C'est Prenons le cas d'une boîte qui, disons que le produit n'est pas bon, il y a beaucoup de churn. À quel point? Est-ce que c'est quoi la normale? C'est quoi la médiane? Enfin, c'est quoi une situation normale? En fait, si une situation normale, c'est
Il n'y a que d'avoir, 70% des clients qui renew à la fin de la première année, ce qui est vraiment très mauvais en taux de renouvellement. Mais si c'est ça, la situation normale, alors donnons 70% de renouvellement comme objectif au CS. Et effectivement, le CS qui a 60% de renouvellement, on pourra considérer qu'il n'a pas bien fait ce job. Et celui qui a 80, là où 80, ça reste un taux de renouvellement qui n'est pas bon, et ben il sera mais au-dessus de il aura l'objectif et il sera surperformé noté. en tout cas par rapport. Ok, Et ok, puis après, ok, les ça marche. ajustements, c'est-à-dire que s'il y a un gros client, ça change beaucoup de choses. En fait, il s'est passé telle histoire avec le client particulier, bah, on peut se donner la latitude de le sortir du calcul quand c'est vraiment pas dans le Ok. contrôle du CS. Ça marche. Du coup, donc, en tout cas, si je comprends bien, toi, ce que tu dis, c'est toujours plutôt avoir un indicateur qui soit un indicateur de résultat plutôt qu'un indicateur de moyens. En tout cas, voilà, c'est ton avis. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. C'est pas forcément Mm. ma perception personnelle, etc. Je vois une remarque de Sibyl aussi qui avait fait une remarque sur les seuils qui permettent d'aller chercher une performance minimum acceptable, etc. Là, l'idée, enfin, en plus, c'est un sujet qui prête vraiment à débat le variable. Donc, on n'est pas là effectivement pour dérouler une vérité. C'est voilà, et c'est ce qu'Antoine dit aussi. C'est voilà, c'est mon avis qui s'applique dans la plupart des cas, à voir en fonction de l'entreprise, etc. Et puis aussi à voir en fonction des sensibilités. Il y a eu des articles sur notre blog qui disaient pas complètement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est en tout cas d'en débattre et de donner la parole aux différents points de vue. Et donc oui, du coup, pour rebondir sur ça, donc toi tu disais plutôt donc des objectifs peu nombreux, mais des objectifs qui sont des objectifs de résultats. Et donc, si je comprends bien, aussi des objectifs qui sont uniquement des objectifs quantitatifs hein, dans ce que tu as cité. C'est-à-dire, c'est pas du qualitatif, ou ce que tu disais un peu, c'est voilà, il y a quand même 80% de ton salaire, de ta rémunération, celle qui est assurée, qui est là pour que tu fasses ton job de CSM. Donc, si je le dis de façon un peu, j'allais dire, grossière, mais on va pas te remercier de faire des QBR avec ton client. On considère que ça, en tout cas, ton avis là-dessus, c'est que ça fait partie du package global. Hein. Mm, mm. Ça fait Alors, partie on peut te ça remercier, fait. mais on va pas forcément te donner des commissions pour faire des QR avec tes clients. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, ça marche. Et si je rebondis sur ce sujet QBR, voilà, enfin, pour avoir managé des équipes CS depuis longtemps, bien, tu vois que la performance de tes CSM à nombre de QBR équivalentes n'est pas forcément la même. Il y en a qui vont se dépasser, qui vont aller chercher loin, chercher des recos, chercher à se dépasser, à challenger leurs clients, d'autres qui vont se contenter un peu plus du minimum. Euh, Comment est-ce que donc QBR pour Jessica, c'est les quarterly business review, donc voilà, donc c'est les points trimestriels généralement, mais ça peut être juste des business reviews si on enlève la notion de trimestre. Donc ouais, comment est-ce que tu fais pour récompenser cette notion d'engagement personnel de celui qui va chercher l'extra mile, qui se donne du mal pour faire des bonnes business reviews, versus celui qui fait le minimum pour, j'allais dire, cocher les cases. Je caricature un peu, c'est pas celui-là qu'on a envie d'avoir dans son équipe, mais voilà, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là, toi? Mm. Ça pourrait être même un thème d'un webinaire RH, cette question. Comment est-ce qu'on récompense les gens qui font bien leur travail au-delà que juste avec de la rémunération variable? Bah, ça va être, ces personnes-là vont être plus facilement éligibles à des prises de responsabilité quand les occasions s'y prêtent, parce qu'on sait que c'est des gens sur qui on va pouvoir compter, toutes les prises d'initiative, le fait de bien faire son travail, bah, c'est apprécié au travers d'évolutions en prise de responsabilité, au travers aussi de évolution de fixe. Si il y a un carrière pass, par exemple, qui a été structuré avec des niveaux de contributeurs individuels, euh, bah, cette personne va pouvoir peut-être passer au niveau de contributeur individuel supérieur et donc avoir un package de rémunération plus important, dont un fixe plus important. Il va aussi avoir par exemple, tout ce qui va être reconnaissance en interne. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça et qui vont souhaiter en tout cas, les mettre en avant, ça va plus les toucher. Donc voilà, là, c'est plus un sujet de développement des individus dans l'entreprise. Il n'y a pas que les Ok, commissions, ça loin marche. de là, quoi.
Ouais, ok. Donc ça, pour toi, c'est plutôt les notions de plan de carrière, de progression. C'est ces gens-là qui vont être amenés à des responsabilités, donc où le fixe, le package va augmenter, mais c'est pas le variable de ton point de vue en tout cas qui vient récompenser le fait d'aller chercher l'extra mile dans ta relation client. Euh, Ça marche. Une question que j'ai vu passer tout à l'heure, qui est la question d'Arnaud, qui demande, OK, et comment est-ce que tu doses les objectifs individuels et collectifs? C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle plutôt objectif au sens, j'ai l'impression, plutôt individuel. Comment est-ce que comment est-ce que tu abordes cette question? Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit que de l'individuel, quitte à ce que tes CSM deviennent un peu plus peut-être bon, mercenaires, si je caricature, ou est-ce qu'il faut aller chercher un peu plus collectif pour voilà, que tout le monde rame dans la même direction? Voilà, qu'est-ce que tu en Mm. penses? Je pense que ça tient beaucoup à la capacité à avoir une appréciation réellement individuelle de la performance. Je m'explique. Quand on est encore une petite équipe avec tout le monde qui s'entraide, ben, la performance enfin, le renouvellement du client de mon voisin de table, enfin de bureau, c'est comme si c'était mon renouvellement en quelque sorte. Donc typiquement, nous, chez Cobra aujourd'hui, on a du variable qui est 100% collectif sur l'équipe CS. C'est une équipe CS de 6-7 personnes. 100% collectif. Le jour où je suis vraiment capable, d'un point de vue aussi système, donc dans mon CRM, etc., d'avoir des attributions de portefeuille hyper claires, c'est-à-dire que quand il y a des Hyper changements de juste, oui, du coup. portefeuille, c'est ça. Et donc, si j'arrive à un niveau de maturité qui me permet vraiment de dire que Laura est bien meilleure que Michel, là, ça Les prénoms ont devient. été changés pour Les prénoms éviter les problématiques internes. éviter de vexer Michel. Mais là, ça devient propice et même opportun de mettre en place un variable individuel. Ok. Donc plus tu es mature sur la façon dont tu répartis les portefeuilles, comment tu réduis l'inéquité finalement dans cette répartition de portefeuille, et plus tu es fiable sur ta mesure, plus tu peux aller sur de l'individuel. En gros, c'est ça ta recommandation. C'est Plus, ça. En moins fait, tu au es mature début, finalement dans ton sujet, plus tu vas être collectif. Et l'objectif derrière, c'est d'aller sur de l'individuel, mais il faut être oui. euh, droit dans tes bottes, quoi. Euh, ok. Et au début, une équipe CS se cherche tellement. Enfin, nous, c'était notre cas et c'est toujours notre cas. Entre justement l'onboarding, le renewal, l'upsell, il y a tellement de choses à faire, le support, que la structure de l'équipe bouge beaucoup, avec des responsabilités, un découpage qui se fait petit à petit. Mais ça bouge beaucoup. Du coup, dans un contexte où ça bouge beaucoup, où du coup où les portefeuilles vont être réorganisés, le variable individuel, il est Compliqué. vraiment compliqué. Ok, Il est vraiment ça compliqué. marche. Mais une fois qu'on passe cette étape-là, il est tout à fait logique de mettre en place du variable individuel. Et puis entre deux, il peut y avoir une Ouais, ouais. phase Un mix. avec un mix des deux. Ouais. Ouais. Et Ok, je pense que ça ça va faire marche. aussi la transition avec, je vois qu'il y a une question qui a été pas mal upvotée de Maxime sur Ouais, Maxime. la répartition entre variable Ouais. onboarding, renew et Tu, upsell. tu veux la prendre? Yes, et peut-être c'est l'occasion de partager notre plan de rémunération Allez. à nous Ouais. chez Cobra. Allez, Ouais. je le mets en route. Mm. Hop. Voilà. On Donc, était là. C'est ça. ouais, exactement. Bon, évidemment, il y a à nouveau, je le dirai jamais assez, autant de bonnes réponses que de contexte d'entreprise. Et en fait, la bonne répartition onboarding, renew, upsell, elle dépend sur une semaine de 5 jours. Est-ce que je veux que mon CS passe 5 jours à faire du renouvellement, un jour à faire de l'upsell, enfin, et 2 jours à faire de l'upsell, par exemple, auquel cas, un 60-40, c'est peut-être le bon truc à faire. Ou est-ce que, par exemple, c'est vraiment que le renewal qui est super important, et dans ce cas-là, on va incentiver que sur le renewal. Nous, qu'est-ce qu'on fait chez Cobra? Aujourd'hui, nos CS, on a fait un découpage il y a une équipe onboarding. Donc, l'onboarding, voilà, c'est une petite équipe à part. Et l'autre équipe, c'est Customer Success, qui fait donc beaucoup de renouvellement et qui n'a pas encore beaucoup de son temps dédié à de l'upsell. Parce qu'on s'est longtemps concentré sur
sur le renouvellement essentiellement. Donc, mais progressivement, on y vient. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place pour cette équipe, et en fait, c'est même pareil pour l'équipe onboarding, parce que les deux sont quand même très proches, mais c'est 70% de la partie variable, qui elle-même représente 20% du package. Mais donc, 70% de la partie variable sur le KPI 1, c'est-à-dire la rétention, grosse rétention, et 30% sur l'upsell. Et si on prend la partie grosse rétention, ce qu'on voit, c'est sur le graphique à droite. On se donne un objectif. En réalité, il est un peu plus que 90%, mais pour faire simple et avoir des chiffres plus ronds, on a mis 80. Imaginons que l'objectif, ce soit 90% de taux de renouvellement. Nos CS, en dessous de 80%, ils ne touchent rien. À partir de 80%, ils commencent à débloquer. 90, ils sont à 100%. Et dans le cas où 100% du portfolio renouvelle, alors ce n'est pas 100% de leur variable qui touche, mais c'est 300%. Donc, c'est cette fameuse notion d'accélérateur. Pourquoi est-ce que je n'appelle pas ça un seuil? Mais tu as quand même un seuil. Alors, pour moi, ce n'est pas un seuil. Non, j'allais y venir. Ce n'est pas un seuil parce que pour moi, un seuil, c'est une discontinuité dans le modèle. Or là, c'est continu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je passe subitement de 0 à 1000 euros de commission d'un coup, en passant à 1%. C'est une courbe qui est continue. C'est une courbe qui est continue et c'est ça que je considère comme étant important. Parce que inversement, si on avait dit la courbe elle commence à 0, ça veut dire que quelqu'un qui fait 20% de renouvellement, qui perd tous ses clients, va toucher à peu près 20% de son variable. Or, ça, on ne pouvait pas l'imaginer. Donc, Donc c'est les ruptures de ligne en tout cas et les effets de seuil que toi tu veux éviter. Ok, compris. Exactement. Ça marche. Merci en tout cas pour la transparence sur ce plan-là. Donc ça répond en tout cas en partie à la réponse de Maxime sur laquelle je ne sais pas s'il y a une réponse absolue. Si je reprends dans l'ordre des questions qui ont été le plus votées, puisqu'on approche là de la fin, on a déjà dépassé un peu les 45 minutes que je vous avais annoncé. Donc Arnaud, dosage objectif individuel collectif, on a répondu à cette question. Tom qui demandait la répartition entre variable et fixe d'un CSM full stack. Sincèrement, c'est un peu les ratios qu'on a évoqués tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on ait le distinguo entre les full stack, ceux qui sont plus sales, etc. Comme disait Antoine, ceux qui sont un peu plus, qui ont un peu plus un rôle de compte manager, on va probablement un peu augmenter leurs variables par rapport à ceux qui sont un peu plus opérationnels. Mais ok. Oui, Maxime qui a une question, j'allais dire marrante, je ne sais pas si elle est marrante, qui est une bonne question. Je vais te la laisser, tiens Antoine, qui dit si un CSM est incentivé sur le NRR et qu'il a un gros churn en début d'année fiscale, comment est-ce que tu évites une démotivation durable alors même qu'une lecture rationnelle du résultat est indiscutable mais peut nuire à l'engagement de la performance globale? Bonne question. Bonne question. Bonne question. La première question qui est certainement trop tard pour se poser à ce moment-là, mais c'est est-ce que le NRR, l'objectif de NRR annuel est la bonne idée? Parce que ça conduit potentiellement à ce genre de situation, alors que potentiellement un objectif de NRR trimestriel pourrait être tout à fait adapté, plus adapté même, et faire que les compteurs se remettent à zéro. Non pas 12 mois après, mais 3 mois après. Oui, comme ça, tu foires ton quarter, mais au moins, tu peux te rattraper sur les 3 quarters qui suivent. Et donc, la fréquence de l'objectif, elle est vraiment alliée au nombre de contrats et au panier moyen. Parce que si je suis un CSM très enterprise, je m'occupe de 3 clients à l'année, et effectivement, sur ces 3 clients, j'en ai un qui part. En fait, mon année, oui, certes, le client était parti en début d'année, mais l'année, elle ne sera pas bonne parce que j'ai perdu un client sur 3. Donc, c'est peut-être démotivant, mais malheureusement, c'est comme ça. Et de toute façon, ça aurait été impossible de fixer des objectifs trimestriels parce qu'avec mes 3 clients, potentiellement, déjà, les 3 tombent sur le même trimestre et donc j'ai 3 trimestres où j'ai aucun objectif. Mais j'aurais au moins même un trimestre sans renouvellement. Donc, quelque part, parce que les paniers moyens sont gros, parce qu'il y a peu de clients, l'objectif annuel est on ne peut pas faire autrement que l'objectif annuel, et donc on se retrouve dans cette situation. Si le plan a été construit comme ça, que c'est annuel,
alors, ce qui peut être fait si c'est vraiment pas de sa faute, ce serait de sortir du calcul. Mais bon, en fait, c'est pas exactement ça ta question, Maxime. Euh, donc malheureusement, j'ai envie de dire, à part se dire en cours d'année, on arrête tout et on passe sur du variable trimestriel, euh, c'est difficile ce sera difficile de faire autrement que effectivement d'avoir quelqu'un de démotivé toute l'année, quoi. Ouais. Après, effectivement, je sais que ça m'est déjà arrivé de faire des choses comme ça aussi, où, bon, logiquement, tu as une règle qui est une règle absolue, etc. Ton client, il churn. Bon, alors, si tu pars du principe que c'est vraiment pas de la faute du CSM, je prends le cas extrême, faillite, le client a fermé, le client n'existe plus. Du coup, on pouvait pas faire autrement que de le perdre. Tu peux peut-être aussi, bah, effectivement, des fois gérer un régime d'exception et dire bon ben ok, en fait là personne n'y pouvait rien et voilà. Mais je suis pas sûr effectivement qu'il y ait une bonne réponse absolue par rapport à cette question. C'est presque ouais, presque du cas par cas, je pense, où effectivement soit l'objectif était pas bon, soit la fréquence était pas bonne et voilà. Euh, Ça marche. Ben, merci beaucoup, Antoine. On arrive à la fin de notre webinaire. Je pense que on a presque répondu, à mon avis, à toutes les questions, soit dans le contenu, etc. Là, j'ai rescanné les questions qui avaient été le plus votées. Merci beaucoup d'avoir partagé tes feedbacks. On espère que, voilà, à défaut d'avoir forcément délivré une vérité absolue, qu'en tout cas, ça aura contribué à alimenter le débat, que ça aura permis à chacun de se faire aussi une idée sur chacun de ces sujets et que ça aidera et ben, chacun à avancer sur son prochain plan de com. Voilà, donc merci beaucoup Antoine de t'être prêté au jeu. Et puis bah, écoutez, pour les autres, on se retrouve soit voilà, autour du blog ou sur notre prochain webinar que je vous ai poussé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et merci Nicolas. Merci Antoine, merci à tous d'être restés jusqu'ici. Bon après-midi. Au revoir.